je suis Sébastien Platran, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. La charte a vraiment connu, pour reprendre une formule doctrinale, un fabuleux destin pour un texte qui était censé ne rien apporter au droit positif, puisqu'à la base il avait été conçu et négocié comme un texte de codification. Alors qu'au contraire, son usage par la Cour de justice est désormais massif, c'est devenu la source de référence des droits fondamentaux en droit de l'Union européenne. Elle est très utilisée en particulier dans des domaines comme l'espace de liberté, de sécurité, de justice, mais pas seulement. Et je dirais qu'elle a véritablement transformé la Cour de justice en une cour des droits de l'homme, ce qui renforce indéniablement sa stature constitutionnelle. Il y a énormément de jurisprudence très importante sur la charte. J'en retiens 3 qui me semblent peut-être intéressantes. Le choix est forcément un peu arbitraire. Je retiens la jurisprudence NS de 2011. Dans cette jurisprudence, la Cour de justice a utilisé la charte pour limiter le caractère automatique de la procédure Dublin, la procédure selon laquelle lorsqu'une personne entre sur le territoire européen par un État et ensuite va dans un autre État et demande l'asile dans un autre État, elle doit être reconduite, est censée être reconduite dans l'État par lequel elle est rentrée sur le territoire de l'Union européenne pour que cet État examine sa demande d'asile. Et dans cet arrêt ANS, où il y avait déjà les ferments et le début de cette crise migratoire que nous connaissons aujourd'hui, la Cour avait constaté que dans certains pays qui sont en première ligne de l'accueil des réfugiés, les conditions d'accueil des réfugiés sont très dures, sont très difficiles et ne sont pas compatibles avec les droits fondamentaux. Et la Cour avait dit, lorsqu'il y a de tels problèmes systémiques dans l'État qui normalement devrait être responsable de la demande d'asile, alors l'État dans lequel l'étranger, le ressortissant d'État tiers, a fait sa demande d'asile, doit utiliser sa réserve de souveraineté. C'est une réserve qui est prévue, qui était prévue par les règlements Dublin, un peu changé depuis, et qui prévoyait qu'en toute hypothèse, un État pouvait choisir d'examiner lui-même une demande d'asile, même si ce n'était pas lui l'État responsable au titre de la procédure Dublin. Et la Cour a transformé cette possibilité en obligation. Elle a dit, lorsque l'État responsable, lorsqu'il y a un dysfonctionnement de l'État responsable, lorsqu'il y a un problème systémique en matière de droits de l'homme dans l'État responsable, alors l'État n'a plus la faculté d'utiliser sa réserve, il a l'obligation d'utiliser sa réserve et il doit examiner lui-même, s'il n'y a pas d'autre solution, la demande d'asile. Ce qui était assez novateur. Dans l'ordre chronologique, je note aussi la jurisprudence Franson de 2013, qui est celle qui a défini le champ d'application de la charte. Il faut savoir que la charte, a priori et à la base, elle est conçue pour être opposable à l'Union européenne, principalement à l'Union européenne. Et, nous dit l'article 51 paragraphe 1, aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. Ce qui aurait pu être considéré comme, ce qui aurait pu être interprété restrictivement par la Cour de justice, comme en voyant des hypothèses dans lesquelles l'État spécifiquement met en œuvre intentionnellement une disposition du droit de l'Union. Dans l'arrêt Franson, la Cour de justice n'a pas du tout retenu cette approche. Elle a considéré au contraire que toute situation nationale entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, ce qui est très large, pas illimité, mais très large, relève de la charte, et donc, c'est le point important, relève de la compétence de la Cour de justice, ne serait-ce qu'à titre préjudiciel. Et puis une autre jurisprudence que je trouve intéressante sur la charte, et je la trouve intéressante notamment parce qu'elle fait reculer quelque peu la notion de situation purement interne, et parce qu'elle fait aussi avancer les droits du citoyen, c'est la jurisprudence d'Elvigne de 2015, qui est une jurisprudence par laquelle la Cour a considéré que les mesures nationales qui portent atteinte au droit de vote et à l'éligibilité des citoyens européens relèvent de sa compétence et relèvent du champ d'application de la charte, en ce que la charte contient, elle aussi, les droits des citoyens européens, et notamment le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes. Et cette solution a abouti à élargir grandement le champ d'application de la charte, puisque dans cette affaire,
Il s'agissait d'un citoyen français qui avait été privé en France de son droit de vote et d'éligibilité suite à une condamnation pénale, donc une situation apparemment purement interne dans laquelle il n'y avait aucune mise en œuvre du droit de l'Union européenne, sauf que la Cour de justice a estimé que, comme cette privation du droit de vote et d'éligibilité portait atteinte à son droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes, et que ça, c'est protégé par la Charte des droits fondamentaux, eh bien, elle avait la compétence pour évaluer cette mesure. Au final, elle l'a reconnue compatible avec le droit de l'Union européenne, elle a considéré que cette mesure n'était pas disproportionnée, mais ce qui est intéressant, c'est que ça diminue encore ce champ des situations purement internes dans lesquelles le droit de l'Union européenne ne s'applique pas. C'est une question tout à fait légitime et importante, et on peut se poser la question à différents niveaux. D'abord, si on veut être un peu critique, on peut se demander si tous les droits qui sont contenus dans la charte méritaient de l'être. Il y a des droits dont on peut se demander s'ils sont vraiment fondamentaux, notamment la charte consacre l'objectif d'un niveau élevé de protection des consommateurs. Bon, c'est effectivement un élément important des politiques de l'Union européenne. Est-ce que c'est pour autant un droit fondamental? On peut en discuter. Et au-delà de ça, à l'intérieur même des droits, on peut se demander s'il n'y en a pas certains qui sont plus fondamentaux que d'autres, ne serait-ce que du point de vue de leur régime juridique, puisque la charte fait explicitement, c'est inscrit dans l'article 52, une distinction entre les droits et les principes, considérant que, en particulier, ce que la charte appelle les principes, ont une invocabilité moindre, c'est-à-dire qu'on a une force moindre dans le cadre des actions en justice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est qu'un principe ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'un acte qui entend le mettre en œuvre. On ne sait pas trop ce que c'est qu'un principe, mais l'opinion commune consiste à dire que ça renvoie à certaines dispositions de la charte qui ne sont pas d'effet direct, qui renvoient aux législations et pratiques nationales de l'Union européenne, et ce sont des choses qu'on trouve essentiellement dans la partie de la charte qui est relative aux droits sociaux. Donc ces droits sociaux sont peut-être un peu plus faibles que les autres. De ce point de vue-là, on peut dire que la jurisprudence de la Cour de justice a été un peu décevante, et notamment je pense à l'arrêt Association de médiation sociale de 2014, dans laquelle la Cour de justice a considéré que le droit de participer à la vie de l'entreprise, qui est protégé par la charte, n'avait pas un effet direct horizontal, c'est-à-dire que ne pouvait pas être invoqué contre un autre particulier. Et ça, c'est particulièrement fâcheux pour les droits sociaux, puisque les droits sociaux sont, par excellence, des droits qui se déploient de façon horizontale entre les salariés et l'employeur. Ceci étant dit, et malgré ces réserves, je trouve que la charte est un texte étonnamment synthétique, voire syncrétique, et même assez moderne, puisqu'il intègre des droits en matière de bioéthique, en matière de données personnelles, donc il intègre ces avancées-là. Et la classification qu'il opère en classant les droits en fonction des valeurs auxquelles ils se rattachent, liberté, égalité, justice, solidarité, dignité, etc. Cette classification, elle est intellectuellement assez utile. C'est une classification que je qualifierais de doctrinale, au-delà même de la charte, et elle est d'ailleurs tellement utile qu'on l'a utilisée nous-mêmes dans le cadre du manuel de droit européen des droits de l'homme que j'ai coécrit avec mes collègues Catherine Gauthier et David Simzac.